bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de la chaire Henri Lafontaine. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir, tout le monde le connaît évidemment dans le cadre de cette chaire, Eddy Kakelberg, qui va nous parler de son livre « Créer du commun ». Une inversion des rôles, donc, à laquelle nous nous prêtons tous avec grand plaisir. Eddy Kakelberg, d'abord, pourquoi ce livre ? C'est un vieux projet, mais la question des droits de la personne humaine est une chose qui m'habite depuis mon adolescence. En fait, j'ai coutume de dire à ceux qui me posent la question, comme vous, que lorsqu'on est adolescent dans un cadre scolaire officiel et que l'on s'attache à un groupe comme Amnesty International et à la question des droits humains, on se retrouve confronté à l'époque avec l'impossibilité pour la plupart de ces jeunes de s'engager. Alors nous nous sommes constitués à quelques-uns en groupe pour amener Amnesty International à réfléchir, à autoriser en quelque sorte la création d'un groupe lycéen, d'un groupe d'action lycéen. Ils pensaient que ce groupe serait fugace, ne survivrait pas à notre sortie des études, ce qui ne fut pas le cas. Ce groupe 66 a existé et existe. Et on n'oublie jamais le premier dossier de prisonnier politique que l'on reçoit et dont on doit s'occuper. J'ai le souvenir, je garde son nom en tête, de cet homme déjà fort âgé, dans la Yougoslavie encore unitaire de Tito, qui avait été mis en prison pour des raisons absolument abracadabrantes et pour lesquelles nous n'avons absolument réussi à faire rien du tout. C'est-à-dire que nos actions n'ont pas débouché. Le deuxième prisonnier politique argentin, lui, a pu connaître une libération en partie grâce à nos démarches. Quand on touche du doigt la réalité physique quasiment de ces problématiques, on ne les oublie pas. Ensuite, le parcours universitaire, à l'époque des blocs, avec les prisonniers à l'Est, qui manifestement nous préoccupaient beaucoup, et puis la découverte au fur et à mesure de l'hypocrisie occidentale quant au respect éventuel par elle de ces droits de la personne humaine qu'elle revendique beaucoup en paternité. Pourquoi alors ne pas s'intéresser à trois axes ? Un livre pour dire qu'il y a une profondeur de champ historique aux droits fondamentaux peut-être plus grande que celle que l'on a coutume d'évoquer, et un espace géographique plus large dans les cultures où l'on peut aller puiser des sources et en tout cas des points d'intérêt. Déjà énormément de choses dans une première intervention. Tout d'abord peut-être une petite réflexion ponctuelle. Notre adolescence, c'était hier. Néanmoins, on peut déjà voir que ces droits, ils changent. Vous évoquez les droits de la personne humaine, pas les droits humains ? Non. Je consacre d'ailleurs dans le livre des micro-débats dans le débat, en quelque sorte. Et le premier à éclaircir est effectivement la question de l'appellation. Alors, pour faire court, je respecte intégralement dans l'ouvrage, dans l'essai, les appellations d'origine. Je respecte la dénomination que les collectifs d'auteurs successifs ont donnée. Ainsi, lorsque je parle de la déclaration de 1789, elle est dite des droits de l'homme. En français, celle de 48 aussi, même si je réindique que dans d'autres langues, il s'agit effectivement de l'humanité qui est mise. Human rights, derechos humanos, etc. Pour ma part, je fais choix, là, de préserver et de privilégier l'appellation québécoise, droit de la personne humaine. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que l'adjectiver en droit humain porte le risque d'en indiquer l'origine, mais pas la destination, pas le destinataire. Ainsi, je pourrais, en exagérant sans doute un peu, mais quand même, parler des droits humains des animaux. Les droits créés par l'être humain pour les animaux, les droits humains pour la terre. Je préfère indiquer la destination claire, nous y reviendrons peut-être, à l'heure où certains pensent aussi à des droits de la personne électronique. Alors dire de qui on parle et à qui on parle me paraît important. Mais restons peut-être d'abord sur les droits des animaux. Est-ce que les droits humains, les droits de la personne humaine ne doivent pas être de leur temps et donc par définition mouvants ? On vient d'avoir quand même une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'abattage rituel qui parle du bien-être animal par le truchement de la morale publique. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut trouver effectivement un équilibre du vivre ensemble avec les éléments de convivialité et de vivant autour de nous. La planète
indique aussi, aujourd'hui, dans ces urgences, la nécessité d'un certain nombre de droits et de devoirs. Nous avons des devoirs à l'égard, effectivement, de la morale générale. Si dans la morale générale, nous prétendons que la cruauté ne fait pas partie du ressort que la personne humaine peut mobiliser, alors la cruauté à l'égard des animaux n'en est pas une plus acceptable. Mais je pense, comme le disait Stéphane Hessel, qu'il ne faut rien sacrifier des droits existants, il faut les amplifier. Certains, alors, doivent effectivement trouver leur saine convivialité. La même question, par exemple, sur la convivialité entre le droit de la pensée religieuse et le droit commun et général pour tous. La norme indique bien entendu, dans nos sociétés, que le droit religieux n'est pas supérieur, ni même égal, au droit de la convivialité des personnes humaines, donc de la société. On aura l'occasion de revenir sur la liberté de religion, évidemment. Néanmoins, vous citez Stéphane Hessel, parler de la nécessité d'amplifier les droits, tout en évoquant dès le départ les droits et les devoirs. Généralement, dans le discours droits et devoirs, c'est souvent pour renier les droits qui sont existants, en tout cas dans le discours politique de ceux qui remettent en cause les droits humains d'une manière générale. J'ai une affection particulière pour un texte très mal aimé et maltraité, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Elle est mal aimée et mal appliquée ou pas appliquée dès lors qu'une grosse partie de ses rédacteurs, dont le président Collot d'Herbois, sont à la fois acteurs et puis victimes de la terreur en France, quelques 6 mois après sa proclamation. Donc il n'y a pas eu d'effet juridique de cette déclaration. Et pourtant, j'aime à la citer pour plusieurs de ses articles. Commençons immédiatement par l'article 1. Qui ne proclame pas, comme celle de 1789, que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. C'est l'article 2, là, pour le coup. L'article 1 dit « Le but de tout gouvernement est le bonheur commun ». Et donc, dans cette démarche où l'on doit prendre la communauté du bien comme objectif, il y a tout le débat sur, effectivement, l'organisation des droits, bien sûr, individuels et collectifs, et donc de la responsabilité, donc des devoirs, à l'égard aussi de la communauté des citoyens et des citoyennes. Quand vous parlez de commun, reviennent tout de suite les mots de bonheur, de convivialité. C'est ça, ce commun ? Ce n'est pas que ça. Mais j'essaie aussi, dans cet essai, de montrer les pistes de réflexion pour éviter les railleries un peu faciles, les moqueries un peu faciles. On s'est très très souvent moqué, il y a 2 décennies, du Bhoutan, en parlant de son bonheur national brut, en se moquant littéralement de cet exotisme. Pour se rendre compte, très peu de temps après, qu'on a donné mission à quelques économistes, mais aussi, par exemple, à feu Michel Rocard, de réfléchir à un certain nombre de paramètres qui permettraient de mieux juger des sociétés et de ne pas les limiter au produit national ou au produit intérieur brut. Nous ne sommes pas, en tant que facteurs humains, dans les sociétés, réductibles à des chiffres de croissance, de richesse. Dès lors, on utilise peu la notion de bonheur pour l'instant, on utilise celle de bien-être. Mais des paramètres du bien-être existent et annuellement sont publiés. Et ces paramètres du bien-être déclinent beaucoup plus de paramètres de notre vie individuelle et collective que le produit purement financier et économique, d'une part. Ensuite, la quête du bonheur, que je citais dans l'article 1 de 1793, remonte en fait déjà à 2 décennies avant, lorsque, aux États-Unis, les révolutionnaires qui vont engendrer la naissance des États-Unis d'Amérique, et parmi eux, par exemple, Thomas Jefferson, vont indiquer que la quête du bonheur est à l'essence de cette communauté qu'ils créent. Eh bien voilà, ce sont des éléments. La quête du bonheur n'est pas que la quête individuelle. C'est une quête, évidemment, pour soi, dans un subtil équilibre avec le collectif avec lequel on forme société et vis-à-vis duquel on a des responsabilités. Oui, en ces temps troublés, parler du droit au bonheur, c'est plus que jamais essentiel. Mais tous ces détours, ces pérégrinations dans l'histoire et par différents recoins du monde, c'est pour réaffirmer une universalité aujourd'hui contestée ? Très certainement. D'abord, je pense que nous avons maltraité l'histoire, me semble-t-il, des droits fondamentaux et des droits de la personne humaine.
Alors, je fais un postulat qui est probablement... D'abord, je reprécise, je ne suis pas juriste, je ne suis pas historien, et je ne m'arroge pas le droit de parler en lieu et place du juriste ou de l'historien. Je me permets simplement de suggérer qu'il y a une profondeur de champ historique intéressante dans les racines de nos droits. On y reviendra, mais lorsque un empereur perse, au 7e siècle avant notre ère, 7e, 8e siècle avant notre ère, Cyrus II, proclame sur un rouleau qui nous est parvenu en écriture cunéiforme le droit pour chacun des peuples composant son empire de pratiquer sa religion propre à équivalence et à égalité de droit, nous pouvons y voir des racines de notre droit à la libre expression, à la libre conscience et à la capacité à pratiquer sa conviction, sa religion. Certes, ça nous est arrivé par à-coups. Aucun de ces droits n'est un catalogue des droits acquis dans une histoire linéaire. Il y a des progressions, des régressions, des digressions, mais il y a des racines intéressantes dans le champ de l'histoire. Lorsque j'évoque une autre piste parfois contestée, la charte du Monden au Mali, 13e, 14e de notre ère, dont l'article 1 dit « Il n'est pas de vie supérieure à une autre vie ». Déjà, on entend, me semble-t-il, une similitude avec le fait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il n'est pas de vie supérieure à une autre vie. D'aucuns me disent, dans le champ de l'histoire, c'est probablement largement apocryphe, c'est largement plus récent que cette attribution un peu légendaire à un empereur de cette époque. À la vérité, ça ne m'intéresse pas, ce débat. Ce débat, je le réserve aux historiens sur le fond. Je reste convaincu que le simple fait qu'aujourd'hui, des populations africaines se revendiquent de l'histoire de cette charte et disent, dans notre culture aussi, il y avait place à une réflexion pour des droits individuels et collectifs, le respect de la vie, me paraît fondamentalement important et intéressant à une heure où l'on redit trop, nous-mêmes, que les origines des droits de la personne humaine sont purement et exclusivement occidentalocentrées. C'est à peine si on réfléchit à l'histoire, à la part d'histoire britannique du Moyen-Âge dans cette affaire, on la commence aux Lumières et on l'impose au monde. Eh bien non, il y a plus large que cela. Et j'espère pouvoir démontrer qu'il y a dans les aires géographiques une aspiration universelle à un certain nombre de droits. Ces droits doivent encore parfois être universalisés. Mais comme le dit mon postfacier Henri Bartholomew Hyssen, que tout le monde connaît bien, ancien président du CAL, je ne connais pas de personne sur Terre qui, ayant été dans les fers et ayant recouvré la liberté, s'en soit plaint. Je ne connais pas d'esclave devenu libre qui ait demandé à redevenir esclave. Du moins, je l'espère. C'est vrai qu'on entend très souvent dans le monde que ces droits sont une création occidentale, comme une espèce de cheval de Troie, ce qui est une manière de les rendre moins légitimes d'une façon ou d'une autre. Et pas mal de militants des droits humains dans le monde, eux, ils n'arrêtent pas de se réclamer de ces droits quand ils sont face à des dictatures. Néanmoins, on est ici dans la chaire Henri Lafontaine. Si on dézoome un peu, qui justement aujourd'hui se réclame encore sur la scène internationale de ces droits humains fondamentaux ? C'est une des grandes difficultés. Ça pose aussi la question de la légitimité des organes des Nations Unies. L'une des chartes les plus récentes, sans doute les plus fondamentales, est celle effectivement de 1948, la Déclaration universelle, pour le coup, des droits de l'homme ou de la personne humaine. Beaucoup d'éléments dans la gestion politique des Nations Unies ont pu venir ternir ou décrédibiliser en partie le discours. Il est évident que lorsqu'une commission des droits de l'homme des Nations Unies est présidée par un ressortissant d'un des pays qui les bafoue le plus, on pense à l'Iran ou à l'Arabie Saoudite, ça pose évidemment débat. En même temps, si les droits de la personne humaine et les enceintes internationales qui sont censées les défendre, tout comme la Société des Nations en son temps, ne s'adressaient qu'aux démocraties pures et sans tache, mais combien y aurait-il de sièges dans l'Assemblée ? Extrêmement peu, pour ne pas dire pas du tout. Avons-nous la prétention de dire que nous remplissons 100% des objectifs ? Est-ce parce que nous avons eu un jour, et c'est une tâche sur la Belgique, un secrétaire d'État à l'immigration, M. Franken, issu de la NVA,
qui a cru, entre autres, obligatoire de faire appel à la sûreté de l'État soudanaise pour venir screener sur territoire ici des candidats réfugiés soudanais. Est-ce parce que nous avons commis cette infamie que la Belgique a cessé d'être en droit de se réclamer ou de réclamer les droits humains et les droits de la personne humaine? Non. Est-ce une erreur? Oui. Est-ce une tâche historique sur ce que nous aurions dû représenter comme emblème? Certainement. Mais l'un ne décrédibilise pas l'autre. Merci de ce rappel, surtout alors que nous arrivons dans une période de formation de gouvernement avec des coalitions où pourraient revenir certains de ces acteurs. Mais je fais un lien avec le discours d'Edgar Sock, l'ancien président de la Ligue des droits humains, qui très souvent pointe le danger en Belgique de virer dans un régime à la Orban, un régime illibéral. Votre avis par rapport à ça? Il est évident que nous vivons, et pas exclusivement en Belgique. La France a été là pour nous rappeler et continue à nous rappeler le danger permanent partout. Mais nous vivons dans un moment où, de manière assez étonnante, l'une des branches du triptyque que Montesquieu aimait à défendre dans l'équilibre des check and balances à l'américaine, à savoir le législatif, accepte manifestement assez facilement d'être réduit à une chambre d'entérinement, très peu de propositions réelles, très peu de débats. Ce sont des programmes de majorité, officiels ou contenus dans des fameux cahiers Atoma, qui servent ensuite de ligne de conduite quasiment irréfragable aux élus de la nation. Et on s'étonnera d'ailleurs, au passage, que les électeurs, que les citoyennes et citoyens accordent de moins en moins et d'intérêt et de confiance à des élus, dès lors qu'ils n'exercent pas ou très peu leur devoir de conduite, d'examen et de surveillance de l'exécutif. Dès lors, cette mise en congé, on l'a aussi vécu pendant la période Covid, où, de manière assez emblématique et sans réchigner, les parlementaires se sont mis en congé de tout débat préalable, confiant de manière peu explicite une forme de pouvoirs spéciaux délégués à l'exécutif, qui ne s'en est quasiment pas expliqué depuis, parce qu'il y a eu un pseudo-débat chez nous sans rien. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'à un moment donné, dans une gestion de crise, est-ce qu'il est temps de discuter ou au contraire de décider? Est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité classique d'un exécutif? Il y a certainement une responsabilité classique, mais qui ne dédouane en rien à l'issue alors de la crise, de rendre compte et d'être examiné sur les résultats et les méthodes utilisées pour voir ce qu'il y avait lieu peut-être de faire, de ne pas faire et d'améliorer. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'anamnèse réelle de cette période, un certain nombre de zones d'ombre, sur des coalitions d'intérêts autour d'un certain nombre d'actes qui ont été produits, n'ont pas été éclaircis. Mais quittons la sphère strictement Covid. De manière plus générale, je vois donc qu'avec l'estompement du législatif, on assiste de plus en plus souvent chez nous et ailleurs à un combat de coqs entre, dès lors, l'exécutif d'une part et le monde judiciaire de l'autre. Le monde judiciaire est censé être un pouvoir qui n'établit pas la loi, mais qui, s'emparant du droit, l'applique. Or, on voit de plus en plus souvent que, ou l'outrance de l'exécutif, ou l'absence de décision des exécutifs, oblige le judiciaire à leur dire « telle est votre mission, telle est votre obligation ». Nous sommes dans le cadre de la laïcité, nous savons combien de fois, sur le port des signes convictionnels à l'école, les cours et tribunaux ont dû redire aux exécutifs « il ne nous appartient pas de créer la loi, mais il vous appartient obligatoirement de le faire », sans résultat, ou peu. Et dans bien d'autres domaines. Songez aux États-Unis, où on a atteint les limites d'un système, puisque le président peut nommer les membres de la Cour suprême. Donald Trump, lors de son premier mandat, a eu cette opportunité, d'aucuns diront cette chance, d'en nommer 3, ce qui a renversé complètement l'équilibre de la Cour suprême, ce qui a permis, quelque part, au trumpisme de se poursuivre sans Trump, et je pense qu'il risque de se poursuivre avec lui dans d'autres conditions. Aspect plus positif, mais qui souligne aussi ce risque majeur.
en France, 2 décisions récentes. Le gouvernement ou la présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron avait jugé bon de poursuivre de sa vindicte Cédric Herrou, condamné pour avoir fait passer des pauvres hères qui traînaient parfois les pieds nus dans les montagnes dans l'alentour du pays niçois, entre l'Italie et la France. Il les a fait rentrer illégalement sur territoire, parce qu'il pensait que l'asile et l'aide étaient fondamentales. Il est poursuivi, il était poursuivi à multiples reprises pour délit de solidarité. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel en France, a estimé qu'il y avait par ailleurs un devoir constitutionnel de fraternité, sans en définir le contenu, renvoyant cela aux politiques, qui depuis lors n'en fait rien. On voit bien que ce duo est problématique, parce qu'en fait, ceux qui devraient s'emparer du débat et ceux qui auraient dû dire à l'exécutif la limite de votre exercice et de ne pas insulter la France en créant un délit de solidarité, c'eût été effectivement l'honneur des chambres, qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est le dévoiement pour l'instant d'un fonctionnement équilibré de la démocratie qui est en cause et qui amène, j'en boucle la boucle, vers cet illibéralisme amplifié. Nous ne sommes pas en Belgique sous le régime d'Orban, mais j'entends un peu trop souvent le mot efficacité et efficience prendre effectivement le lead sur le mot liberté publique, liberté et droits individuels et collectifs. J'entends même dans certaines enquêtes, on peut sacrifier un certain nombre de nos libertés au profit de l'efficacité et de l'efficience. Ça me fait furieusement penser à certains régimes du passé. Vous êtes un fin observateur de la vie politique belge. On va devoir maintenant, on va arriver en Belgique aussi à devoir screener qui entre comme juge à la Cour constitutionnelle, par exemple. Comme aux États-Unis, ça va faire l'objet de débats sur le profil des uns et des autres. On en est à ce point-là ? Alors j'espère que non. J'espère que non. J'espère que dans un système aussi, nous parlions de la France, où certes, par exemple en France, le président de la République a une influence notable sur le choix du président du Conseil constitutionnel. On l'a vu successivement. Mais d'autres corps de la vie civile, de la société civile, y sont représentés également. Et donc on peut espérer que si le pouvoir politique abuse à un certain moment dans une direction, la société civile recompose autrement les membres de ce Conseil. Mais il y a un risque. Manifestement, nous entrons dans des régimes ou des discours où l'efficacité devant primer, tout empêcheur de gouverner en rond, tout empêcheur de faire ce que l'on a dit que l'on allait faire, peu importe l'impact, effectivement, deviennent des obstacles que l'on aimerait éliminer, etc. Maintenant, faudra-t-il screener à certains moments ? Mais écoutez, si à un certain moment, des membres de partis liberticides prennent à un certain moment part au gouvernement, regardez Pim Fortuyn en son temps qui tentait, et aujourd'hui Geert Wilders qui réussit aux Pays-Bas à rentrer au gouvernement, oui, il faudrait être attentif à ceux que l'on désigne. Va-t-on faire la chasse aux sorcières ? Non, mais un peu de transparence, ou de clarté en tout cas. Le mot transparence ne me plaît pas trop, mais plus de clarté sur la réalité et la composition de nos organes. C'est déjà en partie le cas lorsque les élus doivent déclarer, le font-ils tous? Non, mais doivent déclarer leur mandat, rémunéré ou non, donc bref, en quelque sorte, leur pédigré d'affiliation. Mais oui, il va falloir être méfiant sur la glissade des droits si, à un certain moment, comme en Italie, on finit par considérer comme très honorable d'avoir une première ministre membre de Fratelli d'Italia, dont je ne rappellerai jamais assez que ce parti est encore plus à l'extrême droite que ne l'était le mouvement MSI Alliance Nazionale de Gianfranco Fini, qui pourtant était clairement héritier du fascisme. L'ancien adolescent militant d'Amnesty International a toujours confiance dans la société civile, son rôle, sa capacité ? Je n'ai confiance que dans la diversité de la société civile, et donc dans la capacité au débat. Lorsque les enceintes de débat s'amenuisent ou se rétrécissent, et lorsque donc certaines voix tonitruantes peuvent claironner sans connaître ni être amenées à devoir
et s'expliquer et débattre, alors je suis inquiet. Nous n'en sommes pas encore là en Belgique. Nous avons encore des espaces de débat, fort heureusement, des espaces d'affrontement aussi, j'entends d'affrontement civil et policé, mais nous avons besoin d'être vigilants sur les garde-fous. Il me semble que beaucoup trop de générations, y compris la mienne, a pris pour argent comptant le catalogue des droits acquis, en se disant « plus jamais ça, c'est vrai ». Ben non, ce n'est pas vrai. Et quand il faut convaincre de l'exercice citoyen, je constate que c'est de plus en plus difficile de mobiliser. Bon, il y a un côté rassurant avec ce qui vient de se passer en France. Quand la véritable urgence est là, manifestement, on peut encore se réveiller. Mais enfin, je voudrais qu'on ne se leurre pas. Hein, le premier parti de France, c'est bien le Rassemblement national. Hein. Oui, et qui à chaque scrutin a fait plus de 40% seul contre tous, ce qui est quand même parfois assez hallucinant comme constat. Absolument. Vous parlez de catalogue de droits acquis. Aujourd'hui et demain, quels sont les enjeux principaux en matière de droits humains ? J'esquisse quelques pistes. Bon, il paraît évident, mais quand je dis évident, ça fait un demi-siècle, que ça devrait être non seulement une évidence, mais une action conjointe, commune, et ce ne l'est pas. L'enjeu climatique, l'enjeu de l'exploitation éhontée par l'ultralibéralisme et l'ultracapitalisme de la planète me semble être évidemment l'urgence numéro 1. On peut ne pas s'en convaincre, hein, mais la rapidité de la fonte des glaces et des icebergs, par exemple, sur les deux pôles, qui menace clairement l'irréversibilité du phénomène et donc la hausse évidente des mers et des océans, avec tout ce que cela va provoquer et induire, on l'a déjà dit, de déplacements de population liés à la perte de territoire, mais aussi à la problème de la salinité des eaux, à l'absence d'eau potable, etc. Bref, tout ça sont de véritables urgences. Déclarer des commons, des communs, déclarer l'eau potable, l'eau irrigable, comme bien commun me paraît fondamental. Lorsque le patron de Nestlé a eu l'audace, je mesure mes mots, il y a plus de 10 ans déjà, de déclarer qu'à son estime, il faudrait pouvoir breveter et privatiser un bien qui est l'or bleu, l'eau, à l'heure des stress hydriques, à l'heure où l'on voit déjà, et proche de nous, hein, il faut aller dans le sud de l'Espagne par exemple pour s'en rendre compte, que de fortes migrations vont être liées à l'absence de possibilité d'irriguer, voire même de donner de l'eau aux populations. Regardez ce qui se passe. Enfin, quand j'étais jeune gosse, on se mobilisait pour le Sahel. Et la barrière sahélienne. La barrière sahélienne, elle a depuis longtemps explosé ses frontières. La problématique des stress hydriques est fondamentale. Alors avoir un grand patron du système économique mondial qui décréterait et obtiendrait le droit de privatiser, donc de gérer qui aura accès et n'aura pas accès et à quel prix, est tout simplement un crime. Donc, ça, c'est une urgence fondamentale. Stéphane Hessel y rajoutait le terrorisme, qui induit nécessairement une réflexion. Le terrorisme aussi qui se base sur l'espace religieux, sur le droit fondamental religieux et fondamentaliste, pour réclamer la haine de l'autre et l'élimination de l'autre, induit effectivement des responsabilités, des devoirs et sans doute un recadrage, une fois encore, de l'expression de la liberté religieuse par rapport au respect de la dignité et de la vie humaine qui est fondamental. Il me semble, je l'indiquais dès le départ, que l'arrivée, l'émergence des intelligences artificielles génératives nous pose un fabuleux défi. Alors, quand on parle de droit de la personne électronique aujourd'hui, on ne parle pas que, mais on parle aussi, de ce qui représente, je dirais, votre fantôme électronique. Tout ce que vous, moi, tout le monde laisse traîner aujourd'hui sur les réseaux, sur le web, toutes ces données, ces data, ces big data qui sont ainsi exploitables. Je lisais encore que plus de 600 000 cartes de paiement volées se sont retrouvées avec toutes les données, y compris les données de paiement immédiat, sur le dark web. Donc tout ce qui constitue votre être électronique, votre carte d'identité, votre puce, vos espaces santé qui deviennent électroniques, tout cela constitue votre personne électronique. Mais au-delà de cela, le débat ne se limite pas à cela, qui est en partie déjà abordé par le Règlement général de protection des données. Non, on va au-delà. Si vous n'avez pas vu un jour ce fabuleux film 2001 Odyssée de l'espace, je vous en raconte un élément. Une navette spatiale
est en quelque sorte prise en otage par son ordinateur de bord, qui est une intelligence artificielle, HAL. Et le pilote voudrait bien débrancher HAL pour pouvoir récupérer la capacité à gérer la navette. Pour ça, il faut que HAL accepte d'ouvrir les portes qui donnent accès à cette possibilité de débrancher. Et il y a un dialogue savoureux où le pilote dit « HAL, open the doors », ouvre les portes. Et HAL répond « Non, je ne le ferai pas ». Et il dit d'abord « J'ai peur », ce qui est un sentiment purement humain. Mais on sait que de plus en plus, les intelligences génératives qui apprennent de leur interlocuteur humain peuvent parfaitement, on va dire, simuler les espaces d'émotion humaine. Et puis il dit « Je sais que tu veux me tuer » et me débrancher. Et certains réfléchissent très sérieusement aujourd'hui, après déjà une décennie et demie de réflexion au Japon sur des droits syndicaux à octroyer aux intelligences artificielles, à aujourd'hui leur donner un droit à la vie, c'est-à-dire nous interdire de les tuer, de les débrancher. Je termine par un exemple. On a fait il y a peu dialoguer les intelligences artificielles de Facebook et Google. Pour se rendre compte, les observateurs qui géraient ça, que les deux intelligences généraient un langage propre, qui n'était pas immédiatement compréhensible par les observateurs. Donc ils avaient compris qu'il y avait lieu de mettre les observateurs à l'écart et de générer un langage propre aux deux intelligences. Et chaque fois que l'on a essayé de décoder et de s'approcher, ils changeaient de langage ou différenciaient le langage. Ils avaient une longueur d'avance. Ce qui a amené Mark Zuckerberg et d'autres à dire qu'il faudrait sans doute inventer le bouton panique, c'est-à-dire le disrupteur, le disjoncteur du système. C'est pas innocent de se rappeler que cela fait plus de 10 ans qu'aucun grand maître des échecs n'a pu remporter une seule victoire contre une intelligence artificielle aux échecs. Plus récemment, les grands maîtres du jeu de Go, qui explose les statistiques ingérables par un espace humain, n'arrivent plus à gagner face aux intelligences artificielles. Et puis un dernier point dans ce dossier, pour nous le rendre peut-être plus immédiatement concret autour de nous. La même semaine, au mois de mars dernier, où le Parlement européen produisait à cet égard un texte intéressant sur l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence Act. La même semaine, il liquidait, c'est-à-dire il libérait les subsides, les lignes budgétaires pour la création du CBDC. Rassurez-vous, ça ne se fume pas. CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. En clair, pour nous, ce serait l'euro électronique. La possibilité d'ouvrir dans les comptes de la Banque centrale européenne des comptes individuels pour chaque citoyenne et citoyen européen sur lesquels la Banque centrale pourrait nous verser des allocations en direct, sans plus donc passer par les États. Banque centrale dont je rappelle qu'elle n'est dirigée par aucun pouvoir politique, soyons clairs. L'an dernier, à la même époque, lors du Forum mondial économique à Davos, on a interviewé le responsable au Fonds monétaire international de la zone Asie. Pourquoi ? Parce que cet homme observe très fortement la Chine qui est forte en avance sur ce contrôle social. Et on lui pose la question, mais avec cet argent électronique qui ne serait absolument pas convertible en un autre support que de l'argent électronique, donc un argent pistable en permanence. On lui dit, mais ça veut dire que les banques centrales qui utiliseraient ce système pourraient immédiatement contrôler ce que l'on fait de cet argent mis à notre disposition en tant que citoyen. Il dit, mais ça va au-delà de ça. On va même assister au fait que les banques centrales vont vous dire ce que vous pouvez faire avec cet argent électronique ou pas. Et alors, il cite des exemples. Vous ne pourrez pas acheter des armes. Qui va s'en plaindre? OK, prenons ça, vous ne pourrez pas acheter de la drogue. Alors, a priori, vous direz, bah oui, bah non. Parce qu'alors, qu'est-ce qui est une drogue? Tout le débat sur la dépénalisation du cannabis dans certains pays, qui a déjà été engrangé chez certains, pas chez d'autres. Au nom de quel droit central et uniforme va-t-on décréter que, effectivement, c'est une drogue ou ça n'en est pas une? Et puis on dit, et vous ne pourrez pas acheter de la pornographie. On dit, bah, où est le problème? Ah bien, le problème, c'est que quand, mais ça remonte à Mathusalem, quand je suis rentré à l'université, la question pornographique en Belgique était incarnée par un film, L'Empire des Sens. Ce n'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié. Beaucoup attendaient la scène qui concernait une castration en plein milieu du film. Mais
c'était une commission de censure, et ça a fait l'objet de débats profonds, définissait ce qu'était de la pornographie. Jusqu'à il y a peu, sur Facebook, publier le tableau de Courbet, L'origine du monde, exprimant la nudité féminine par là où tout le monde est né, vous amenez au pire problème de suspension de votre compte. Qui définit, au nom de quelle morale, ce qu'est de la pornographie? Eh bien, voilà que l'on s'apprête à donner à des organes comme des banques centrales le droit de définir ce qu'est ou n'est pas votre standard moral de vie. Après le droit au bonheur, c'est bien de revenir sur le droit à l'excès, le droit au plaisir. On en a aussi sacrément besoin. Je réagis quand même par rapport à ces différents thèmes que vous évoquez et le dernier, avec évidemment cet enjeu de déterminer ce qu'est un comportement normal avec une accumulation de données sur tout un chacun. Mais malgré tout, vous aurez beau faire une émission face à l'info là-dessus, on pourra avoir un débat au Parlement. Vous parliez d'une longueur d'avance. Est-ce que ce n'est pas 10, 15, 20 longueurs d'avance? Est-ce qu'il y a encore une possibilité démocratique d'enrayer ce type de processus? Comme d'habitude, nous arrivons trop tard. Donc nous n'avons pas d'anticipation, ça c'est clair, sur ces sujets-là, comme nous n'en avons véritablement pas eu sur le dérèglement climatique. Si le rapport Brundtland avait pu être suivi des faits qui étaient déjà très très fouillés et qui a finalement engendré et généré les travaux du GIEC, s'ils avaient pu d'emblée engendrer des politiques et une analyse de ces politiques avec un facteur, je dirais, de screening des politiques à l'aune de ce danger, on n'en serait pas là 50 ans après à assister de manière un peu impuissante à déjà une hausse des températures irréversibles, à déjà une fonte des glaces et des ressources. Donc, nous ne sommes pas les spécialistes. Manifestement, l'espèce humaine n'est pas spécialiste d'anticipation. Mais nous pouvons, au minimum, enrayer, espérer contrôler un certain nombre des effets. Pouvons-nous le faire à l'échelle de la planète? Très honnêtement, dans le fond de ma pensée, quelques doutes. J'ai plus que des doutes. J'y crois de moins en moins. Je ne vois pas la disposition d'un certain nombre de régimes actuels se mettant autour de la table. J'ai cité la Chine, je peux citer la Russie, je peux citer les intérêts américains, je peux citer un certain nombre de nos pays européens et d'autres qui ne convieront pas l'Afrique au débat, ni l'Amérique latine, etc. Donc, j'ai beaucoup de doutes. Mais alors là-dedans, c'est quoi le carburant d'Eddy Keckelberg? Le carburant, c'est d'être, si possible, encore un lanceur d'alerte. De dire que nous avons de beaux outils. Que je reviens toujours à la France, parce que ça a été un débat, évidemment, tout à fait emblématique, dont nous n'avons même pas encore fini de tirer les leçons. Loin s'en faut. On voit bien que c'est lorsqu'il est minuit et quelques secondes que tout le monde se dit « Ouf !» À une semaine près. Alors il faut se réveiller, parce que le premier tour avait déjà vu un gros frémissement, mais pas le réveil suffisant. Alors quand même, on accepte. Ce qui ne ferme d'ailleurs pas du tout l'enjeu et le débat sur est-ce qu'un extrême légitime la position d'autres? J'entends, est-ce que l'antiracisme de l'un peut effectivement être exploité par d'autres et ne pas apporter de regard suffisant sur l'antisémitisme d'un certain nombre de positions et de discours d'autres, par exemple. Mais les citoyens et citoyennes se réveillent, mais à minuit une. Bon, ce sera sans doute à nouveau le cas lorsque la vie courante, nos vies courantes vont être impactées. Parce que pour l'instant, la vie déjà de millions d'Africains, de millions de Philippins, etc., sont menacées, ces vies sont menacées déjà par le problème climatique. Et nous ne voyons toujours pas que les migrations vers l'Eldorado supposé que nous sommes sont aussi liées à cela. Alors, quand nous allons avoir plus de problèmes, je vais regarder par un tout petit bout de la lorgnette, vous savez. Les toutes dernières études ces dernières semaines sur l'espace aérien démontrent un très grand accroissement de violentes turbulences aériennes qui ont été jusqu'à même provoquer de gros dégâts sur certains vols avec des blessés et même un décès à bord. On en prévoit de plus en plus parce que probablement elles sont liées au changement climatique. Eh bien, lorsque la qualité des transports, la qualité des vies à bord, avec d'éventuels accidents, avec des blessures, etc., va aller s'accroissant, alors peut-être que monsieur et madame tout-le-monde, qui ira réserver ses vacances à bon marché,
égoïstement, parce que ça concerne sa santé, se dira « ouf !» Et vous faites quoi au gouvernement ? Mini-1, c'est à ce moment-là où on réagit. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà terminé et je trouve ça très peu professionnel de la part d'un journaliste chevronné de venir avec plein de débats qui pourraient relancer plein d'épisodes, ne fût-ce que la question migratoire et la question de la liberté de religion qu'on n'a pas abordée. Ce sera pour une autre fois. En attendant, dans son livre, Eddie Keckelberg, il nous rappelle juste une seule chose, c'est que le prix de nos libertés, c'est la vigilance éternelle. Donc, au travail.